Parlons de musique. Musique et cinéma. Avec Howard Shore, il y a eu une soirée Howard Shore à la Cinémathèque de Bercy, avec le directeur de la Cinémathèque, Howard Shore et quelques autres, comme Arnaud Desplechin, etc. Alors, ce qui m'a frappé dans cette soirée, qui à mon avis ne s'est pas déroulée comme elle aurait dû, c'est que il n'y avait que des spécialistes du cinéma qui participaient au débat et aucun spécialiste de musique. Ce qui fait que, au fond, cet Howard Shore, il est apparu comme une sorte de magicien qui produisait de la musique, qui pondait de la musique, et on se demandait comment c'était possible, et tous ces gens-là étaient en extase devant l'idée de quelqu'un qui pourrait produire de la musique, qui compose. Et ça montre une sorte de carence de ces gens-là qui s'intéressent beaucoup au cinéma, mais pour eux la musique c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas d'où ça sort. Ils peuvent l'apprécier, ils ne savent pas comment ça naît, comment ça se génère. Alors, d'où le malaise de cette soirée, pour moi en tout cas. Alors, Howard Shore, lui, il nous parle de son travail. Il a une façon très particulière de travailler. Il fait de la musique de film, il a fait notamment la célèbre musique du Seigneur des Anneaux. Et il nous explique que très jeune, il a appris à écrire la musique. Faire du contrepoint. Il est capable de. Au fond, il est un peu comme Beethoven quand il était atteint de surdité, qui pouvait produire une sonate sans passer par le son. Parce que c'était visuel et une création visuelle. Et moi-même, d'ailleurs, quand j'écris, pas de la musique, mais quand j'écris, je n'ai pas besoin d'être dans l'oralité. Et je n'ai pas besoin de me relire à voix haute. J'écris, voilà, et puis c'est tout. Donc on peut imaginer une écriture musicale qui ne passe pas par la production de son, mais qui débouche sur la production de son, ce qui n'est pas la même chose. C'est ce qu'on appelle le passage du virtuel au réel, quelque part. J'écris, et puis finalement, ça, c'est vécu, c'est ressenti, c'est interprété, c'est réalisé. Ça devient une chose réalisée, reste. Donc, pourquoi pas? Et là, on comprend mieux Beethoven, effectivement. Maintenant, ce n'est pas la seule façon de composer de la musique. Moi, personnellement, je ne compose pas la musique de cette façon pour une raison très simple, c'est que je n'écris pas la musique. Donc moi, je passe carrément du son, je reste au niveau du son, et je n'écris pas cette musique. D'autres peuvent l'écrire. D'ailleurs, maintenant, j'ai lancé l'idée de produire un matériau sonore qui pourrait servir pour composer des trios, par exemple. Donc, il y a là deux processus, voyez-vous. Processus qui va du son vers l'écriture, et le processus qui va de l'écriture vers le son. Alors, Howard Shore, lui, correspond au passage de l'écriture vers le son, et moi, je corresponds au passage du son vers l'écriture. Potentiellement, virtuellement. Voilà donc deux façons de faire de la musique. Et il aurait été souhaitable, il eût été souhaitable, de resituer la façon dont Howard Shore procédait, parce que finalement, dans bien des cas, c'est le contraire qui se produit. Dans bien des cas, il y a une improvisation sur l'instrument, et accessoirement, ça devient une partition. Mais pas forcément. Aujourd'hui, on fait des enregistrements, et de toute façon, quelqu'un peut très bien jouer, composer une musique et ne jamais la mettre par écrit. Bon. Donc l'écriture n'est pas une condition sine qua non de la production musicale. Mais chez Howard Shore, c'est vraiment la naissance même de cette écriture musicale qui passe par le dessin, par le graphique de la partition, de la portée, de la barre, comme on dit en anglais. Donc, contact. Mais je pense que ce débat aurait été beaucoup plus intéressant, puisqu'on était autour quand même d'un compositeur pour musique de film, qu'on aurait pu réfléchir davantage sur ce qu'est la musique, comment la musique est produite, comment la musique apparaît, émerge.
Et là, on nous a donné une image alors qui est presque sacralisée de la musique. Voilà. C'est très intéressant parce qu'elle nous montre bien qu'encore aujourd'hui, la musique c'est magique, c'est un mystère. La peinture, bon, quelqu'un griffonne, tout le monde les griffonne sur des cahiers, etc. Mais la musique, c'est un mystère, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc il y avait une espèce de révérence, de respect pour ce compositeur. Mais finalement, on est resté en deçà du problème, qui est la fonction de la musique, l'émergence de la musique, et donc la dynamique de la création musicale, dont je viens de vous expliquer elle pouvait aller dans les deux sens. Donc, je trouve que c'est dommage qu'on en soit resté là. Alors ça nous renvoie à ce fameux débat sur l'oral et l'écrit, sur le réel et le virtuel, qui est assez complexe, parce que l'oral, ça peut être plusieurs choses, l'oral. Ça peut être la parole, ça peut être le son, sans parole, ça peut être une parole sous-tendue par un écrit, ou pas. On peut parler sans avoir un texte écrit sous les yeux. Donc on a au moins trois dimensions de l'oralité qui se confondent autour d'un même signifiant qui est le mot oral. Et ça, c'est quand même pas très clair, tout ça. Ah, pas très clair. Et puis alors, il y a aussi ce débat sur l'oral et l'écrit. Certains, l'autre jour j'ai fait encore un petit sondage sur ce sujet, certains continueraient à dire, à la limite, que pour pouvoir parler, il faut d'abord que ce soit écrit. Alors là, c'est assez délirant comme discours. Hein, ils pensent qu'effectivement, voilà, quand on parle, c'est qu'on lit quelque chose. Non, on ne lit pas à voix haute nécessairement quand on parle. C'est n'importe quoi de dire ça. Mais néanmoins, moi qui m'exprime à la fois dans l'oral et dans l'écrit, mais de façon complètement séparée et parallèle, je continue à penser que celui qui est dans l'oral n'a pas à écrire. Il doit dicter, il doit passer la main à quelqu'un qui va écrire ou qui va transcrire, mais il ne faut pas mélanger les genres. Pour une excellente raison, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec une instrumentiste, le Solveig, et je disais, laissons chacun faire son métier. Que celui qui est capable de composer dans l'oralité, c'est-à-dire composer dans le son, le mot oral est un mot qui est un peu... Quand je fais du piano, on ne peut pas dire que ce soit dans l'oralité, mais c'est quand même quelque part une forme d'oralité qui passe par cet outil qui est le piano. C'est une forme d'oralité quand même. Donc, si je suis dans l'oralité, si on peut dire, si on peut parler dans un terme encore plus extensif du mot oral, qui renvoie normalement à la bouche, et comme moi je me sers beaucoup de la bouche en musique, notamment pour le sifflement et pour les sons, etc., bon, donc ça c'est quand même valable. Mais même l'oralité du piano, on pourrait dire qu'à la limite le piano parle, etc. On le fait parler, on le fait parler. Et donc finalement, on peut très bien dire qu'il y a des gens qui produisent du son, et puis d'autres qui vont récupérer ce son et le transcrire à l'instar de Scribe en quelque sorte. Et je trouve que ces deux activités ne doivent pas être monopolisées par un seul personnage. Je suis pour d'ailleurs d'une manière générale que dans la plupart des activités il y a une dualité. Et qu'on respecte cette dualité. De même quand on fait un enfant, il y a une dualité. Alors je terminerai d'ailleurs sur ce sujet, de façon un petit peu digressive, vous m'excuserez, puisque finalement on rentre dans le problème de la procréation. Le créateur qui fait une musique orale et l'autre qui va porter, qui va couver cette musique et va en faire un objet réel en quelque sorte. Une chose, en l'occurrence l'enfant. Je dirais deux choses concernant le comportement féminin. Premièrement, que le seul moment où la femme est complètement consciente de ce qu'elle fait, c'est lors de l'accouchement, c'est pas pendant la gestation. C'est à ce moment-là, lors de l'accouchement, qui est parfois pénible, que la femme est totalement consciente de ce qui se passe en elle.
Bon, on va me dire, mais non, mais elle le sait, etc. N'empêche que c'est le seul moment où elle va intervenir directement dans le processus lorsque le processus arrive à son terme. Deuxièmement, encore une fois, excusez-moi de cette digression, mais à mon avis, elle s'inscrit dans une problématique plus large. On dit que l'enfant est le résultat de l'ADN de la mère et du père. À mon avis, il faut être très prudent sur cette formule-là. Parce que la mère peut très bien véhiculer en réalité l'ADN paternel, de son père à elle, de ses ascendants à elle. Donc dans ce domaine de la transmission, on ne peut rien affirmer de manière absolue. De la même façon que l'enfant qui naît de la femme est également produit par l'homme, mais même à la limite, la marque féminine maternelle sur l'enfant peut tout à fait, à la limite, être également le résultat d'une hérédité masculine. Parce que la femme est aussi née d'un père. Donc on ne peut pas affirmer les choses de manière aussi carrée. Et donc moi je crois qu'il faut respecter la dualité. L'homme donne l'impulsion et la femme va aboutir, va prolonger. Et d'ailleurs le mot impulsion est intéressant, puisque dans l'impulsion il y a l'idée de pousser. Et lors de l'accouchement, il faut pousser. On dit pousser. Donc pousser, c'est un acte pousser, c'est carrément l'intervention du conscient sur l'inconscient. Je pousse, c'est-à-dire j'interviens dans un processus qui ne peut pas complètement se faire tout seul, d'où la sage-femme, et même d'où simplement le rôle de la mère. Elle doit pousser, elle doit intervenir pour que l'enfant sorte. De la même façon, ça va peut-être être un peu trivial de le dire, que lorsque nous évacuons nos excréments, nous devons aussi nous pousser, et que nous sommes constipés, c'est pas si simple que cela. Donc, il y a un moment où le subconscient rencontre le conscient, où le conscient doit intervenir pour que les choses parviennent à leur terme. Mais dans beaucoup de cas, cette intervention succède à une période où les choses se sont faites toutes seules. Et où on est spectateur de ce qui se passe, et ce n'est qu'à l'arrivée que l'on doit intervenir et réceptionner.